bonjour à vous tous. Nous allons poursuivre cette série de conférences consacrée donc à l'écologie intégrale, en accueillant cet après-midi le père Jean-Marie Petitclerc, qui donc a bravé le couvre-feu d'Île-de-France, et même le confinement. Je ne sais pas si on peut appeler ça confinement, puisqu'on n'a pas le droit d'appeler confinement ce qui est un confinement. Mais en tout cas, il est venu en zone libre. Voilà, puisqu'il est actuellement sur Paris. Le père Jean-Marie Petitclerc est prêtre salésien, donc de la congrégation fondée par saint Jean Bosco. Et à ce titre, c'est un éminent spécialiste de l'éducation, et en particulier en zone sensible. Voilà, donc nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir cet après-midi. Nous allons continuer sur le numérique, les écrans. Dimanche dernier, Éric Perruquin, qui est un ingénieur chez Airbus, nous a parlé des écrans, je dirais, du côté du versant de l'écologie environnementale. Et cet après-midi, ce sera plutôt le versant de l'écologie humaine, c'est-à-dire comment cette révolution du numérique peut aussi avoir, bien sûr, des effets très positifs dans le domaine de la communication, mais peut avoir aussi des effets pervers. On parle d'addiction, on parle d'utilisation qui peut être parfois nauséabonde. Donc c'est un véritable défi éducatif que cette révolution numérique nous lance aux parents comme aux plus jeunes. Et je suis heureux de voir qu'il y a quelques jeunes aussi parmi nous. Voilà, merci d'être parmi nous et je nous souhaite à tous une très belle conférence. Eh bien, merci pour votre accueil. Je me réjouis donc de venir partager avec vous quelques réflexions. Ah, il n'est peut-être pas branché. Merci pour votre accueil. Je me réjouis de venir partager avec vous quelques réflexions sur ce thème qui nous préoccupe tous, adolescents, parents, grands-parents, l'éducation aux écrans. Je me réjouis de m'adresser à une assemblée intergénérationnelle. C'est pas si fréquent dans notre église de voir à la fois des ados, des parents, des grands-parents réunis pour réfléchir sur un même thème. Vous savez que nous vivons une époque éminemment paradoxale. Jamais nous ne sommes autant préoccupés de la pureté de l'air que l'on respire, de la pureté de l'eau que l'on boit, de la pureté des aliments que l'on ingurgite, et notre société développe chaque jour davantage des et en même temps, pour reprendre notre président, nous sommes capables de déverser des flots d'images pornographiques sur les écrans de nos adolescents et de nos préadolescents, sans que cela, apparemment, ne préoccupe personne dans notre société. Oui, c'est un véritable paradoxe sur lequel nous allons travailler un peu durant cet après-midi. Ces écrans ont envahi le champ de la famille, le champ de l'école, le champ de tous les lieux où nous vivons en société. Il y a encore une quinzaine d'années, la question se posait pour certains parents de savoir s'il fallait autoriser ou interdire l'accès au numérique à leurs enfants, à leurs adolescents. Je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus en ces termes. Ces écrans font partie de la réalité de leur vie. Aujourd'hui en France, 27% des 7-12 ans et 84% des 13-15 ans ont déjà un smartphone. Et lorsque l'on regarde l'utilisation de leur smartphone par ces adolescents, une moyenne qui se situe autour de 5 heures par jour, on s'aperçoit, lorsque l'on fait un décompte annuel, qu'aujourd'hui, l'adolescent en France passe plus de temps devant l'écran qu'à l'école. L'adolescent en France passe plus de temps devant l'écran qu'à l'école. Ceci, bien sûr,
doit nous poser question, car ayons bien conscience que cette révolution du numérique n'est pas, comme certains le croient, qu'une révolution d'ordre technologique où il suffirait d'apprendre à maîtriser l'utilisation de ces NTIC, comme on les appelle, ces nouvelles technologies d'information et de communication, mais qu'il s'agit d'une véritable révolution culturelle. Car cette révolution du numérique induit une modification à la fois du rapport au temps. Nous vivons de plus en plus dans le registre de l'immédiateté. Ceux d'entre vous qui travaillent en entreprise le savent bien, entre le délai de réponse à un courrier il y a encore une vingtaine d'années et puis le délai de réponse à un mail qui nécessite une réponse urgente, combien tous nous sommes pris dans cette spirale de l'immédiateté. C'est vrai aussi de nos adolescents. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, que je commençais à éprouver quelques sentiments pour une lycéenne, j'étais un peu timide, le soir j'écrivais une lettre, je la postais, puis j'attendais la réponse. Aujourd'hui, c'est « You like me ?» No, terminé. Nous sommes dans ce registre de l'immédiateté. Une modification du rapport à l'espace, où nous pouvons communiquer avec ceux qui sont aux quatre coins du monde. Je me souviens, moi, à mon époque, des fois, du désastre, du jour du départ. À la fin d'un centre de vacances, on se reverra plus, et on pleurait amer. Aujourd'hui, je vois des groupes de compagnons qui continuent de rester en lien avec des jeunes qu'ils ont rencontrés au moment d'un camp d'été au Sénégal. Une modification aussi du rapport aux autres. Car ce numérique induit une horizontalité des rapports. C'est ce qui se vit au niveau des réseaux sociaux. Il n'y a plus de hiérarchisation des statuts. Tout le monde donne son avis et l'avis de tout le monde est le même que l'avis des autres. Donc, voici que, éducateurs, eh bien, nous nous trouvons confrontés à ce problème de l'utilisation de ces écrans, du numérique, par ces enfants, ces adolescents, pour lesquels nous avons mission de les emmener vers une vie d'adulte responsable. Alors mon propos de cet après-midi aura une double inspiration. Tout d'abord, donc, c'est lié à mon expérience d'éducateur spécialisé. J'ai exercé 40 années ce métier dans 2 cadres de travail, soit comme responsable d'éducateur de rue dans des quartiers que notre République qualifie de sensibles, en banlieue parisienne ou en banlieue lyonnaise, soit comme responsable de foyer d'action éducative habilité par le ministère de la Justice, accueillant donc des adolescents âgés de 13 à 21 ans, et soit au titre de la protection de l'enfance en danger, parce qu'ils étaient victimes de maltraitance dans le milieu familial, soit au titre de la réponse à la délinquance des mineurs, car ils étaient rendus responsables d'écarts importants de comportement et que le juge donc souhaitait les mettre provisoirement à l'écart de leur famille et de leur quartier pour tenter de repartir d'un bon pied. Et j'ai vu, durant ces 40 années, l'irruption de ces écrans, l'irruption du numérique, et puis toutes les questions qui se posent à un responsable de foyer, comme elles se posent dans toute famille. Est-ce que j'autorise? Est-ce que j'interdis? Quand est-ce que j'autorise? Quand est-ce que j'interdis? Comment nous allons aider l'adolescent donc à gérer l'utilisation? Et puis, deuxième source d'inspiration, la référence à Don Bosco. Alors, il peut paraître étonnant, en ce début du XXIe siècle, qu'un éducateur se réfère à un pédagogue du XIXe, tant la situation d'aujourd'hui peut paraître différente de celle d'alors. Mais j'aime rappeler que nos 2 époques, celle de Don Bosco et la nôtre, ont en commun de connaître d'importants phénomènes de mutation sur le plan sociétal. Rappelons que, au temps de Don Bosco, on passait de la société rurale et paysanne à la société urbaine industrielle, et voici que nous passons de cette société industrielle à cette société qualifiée de post-industrielle, marquée par la révolution du numérique, et nous n'en sommes qu'au début. Et je crois que chaque fois que la société traverse une période de mutation, à la fois il est plus difficile d'être jeune, on parle beaucoup de jeunes difficiles, mais je pense quand même qu'il est plus difficile de grandir dans la société d'aujourd'hui en mutation que dans une société plus stable, parce qu'il est beaucoup plus difficile de se projeter dans l'avenir. Comment vouliez-vous, au temps de Don Bosco, que le petit garçon, fils de paysan, petit-fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan, puisse se projeter dans un avenir d'ouvrier, dans une de ces usines fumantes qu'il voyait poindre à l'horizon?
Et combien nos ados d'aujourd'hui ont un peu de mal à se projeter dans l'avenir lorsque les économistes nous disent que nous connaissons en gros que 50% des métiers qui s'exerceront en 2050, qu'ils assistent à l'effondrement de pans entiers de l'économie traditionnelle, alors que les nouveaux métiers liés à ce qu'on appelle l'e-économie tardent à se structurer. Et puis il est plus difficile d'éduquer. Je crois qu'il est plus difficile d'être parent. On dit souvent un roue sur les parents, plus difficile d'être enseignant dans le contexte d'une société en mutation, car il n'y a plus de consensus sociétal autour d'un ordonnancement des valeurs. Et combien je rencontre de parents, de grands-parents qui veulent transmettre à leur enfant ce qui fait l'essentiel de leur vie, de leurs valeurs, et qui ne se sentent plus soutenus comme pouvaient se sentir la génération de leurs propres parents par un environnement qui tirerait dans le même sens. Et je dois dire que dans ce contexte, Jean Bosco était porteur de deux grandes intuitions, une sur le plan éducatif, l'autre sur le plan pastoral, qui me paraissent d'une très grande modernité. Sur le plan éducatif, c'est que lorsque la confiance s'estompe dans les grandes institutions, alors en son temps, c'était les institutions liées à la monarchie, la capacité à transmettre, la capacité à éduquer, va beaucoup plus être liée à la qualité de la relation adulte-jeune plutôt qu'à la qualité organisationnelle du système institutionnel. C'est-à-dire qu'il devinait déjà, et je crois que les faits lui ont donné raison, que la capacité à exercer une fonction d'autorité auprès d'un jeune allait de moins en moins être liée au statut de la personne et de plus en plus à la qualité de relation que cet adulte est en capacité de nouer avec ce jeune. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins attentifs au statut de la personne qui parle. On se souvient de l'apostrophe de ce collégien de 3e vis-à-vis de notre président de la République. Alors Manu, comment ça va? Il s'adressait au président de la République comme il serait adressé aux copains d'en face. Mais qu'aujourd'hui, ils vont être attentifs à cette qualité de relation. Et tout l'héritage pédagogique de Don Bosco est centré autour de la qualité de relation qui doit se nouer entre l'éducateur, qu'il soit parent, qu'il soit enseignant, qu'il soit animateur, avec le jeune. Et vous savez que Jean Bosco est celui qui, dans l'histoire de l'éducation, a réhabilité l'affectif en le replaçant au cœur de la relation éducative après ce grand siècle de rationalisation des Lumières. Jean Bosco de dire, mais de toute façon, il y a de l'affectif, mieux vaut le prendre en compte pour être capable de le gérer correctement, plutôt que vouloir le nier. Moi, je suis de ceux qui pensent que si notre école en France connaît parfois de telles difficultés dans la gestion de groupes d'adolescents au comportement provocateur, c'est que bon nombre d'enseignants ont été formés à la négation de la dimension affective dans la relation pédagogique. Lorsque je parle d'affectif, je parle tout autant de sentiments affectueux que de sentiments agressifs. C'est un vocabulaire neutre. Il m'arrive d'entendre parler de la relation prof-élève, comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était identique à la relation entre un prof homme et une adolescente fille. Ou comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était identique à la relation entre une prof femme et un adolescent garçon. Souvent, je conclus mes interventions auprès des enseignants en leur disant « Je connais deux catégories de personnes qui n'ont pas de sexe. Il y a les anges et les élèves. » Il m'arrive d'entendre parler de la relation prof-élève comme s'il s'agissait d'une relation asexuée entre un adulte détenteur d'un savoir et un jeune en quête de l'acquérir. Non, la dimension affective. Et Jean Bosco résume sa pédagogie par ces mots: sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Pour que l'éducation puisse fonctionner, encore faut-il qu'une relation de confiance puisse se nouer entre l'adulte et le jeune, et que pour que cette relation de confiance puisse se nouer, encore faut-il que le jeune se sente véritablement accueilli par l'éducateur. Et puis sur le plan pastoral, à une époque où effectivement on s'interrogeait, parce que les jeunes qui fréquentaient les paroisses dans les campagnes, une fois arrivés dans les faubourgs de la ville, sujets à tant de dérives comportementales, ne fréquentaient plus les églises de la ville, et que bon nombre donc de curés étaient préoccupés par la question, mais alors comment on va les faire revenir à l'église puisqu'ils n'y viennent plus? Et Don Bosco de dire, c'est pas ainsi qu'il faut envisager le problème. Le problème, c'est d'abord comment les rejoindre. C'est pas une pastorale du faire venir, c'est une pastorale du aller vers. Vous savez combien notre pape François a été marqué par les années d'adolescence qu'il a passées dans un collège salésien. Car je crois effectivement que Don Bosco a été un peu l'initiateur de cette pastorale du aller vers, aller les rejoindre. Là où ils sont, là où ils vivent. Ensuite, vous verrez le chemin à prendre avec eux pour, bien sûr, et nous rêvons tous, les ramener au sein de nos communautés paroissiales. Donc il s'agit
d'abord, disait Don Bosco, d'aimer ce que les jeunes aiment. Alors, je voudrais, au cours de cette intervention, qui sera suivie d'un débat, et sera sans doute la partie la plus intéressante de l'après-midi, d'abord nous arrêter un peu sur le côté assez merveilleux de ces écrans. Voilà. Parce que je dénonce parfois une attitude de certains chrétiens où on va d'abord dénigrer avant de s'émerveiller. Non, je crois qu'il faut d'abord s'émerveiller et puis dans un deuxième temps, se responsabiliser pour que l'usage que l'on fasse de ces écrans puisse répondre à nos attentes. Donc d'abord s'émerveiller, ensuite prendre conscience des risques, parce qu'il y a des risques importants. Et je crois que tous les parents d'aujourd'hui n'ont pas encore mesuré suffisamment l'importance de ces risques, afin dans un troisième temps de voir quelques repères pour tenter d'éduquer nos jeunes à ces écrans pour relever ce défi éducatif. Alors vous voyez que vous n'échapperez pas à une conférence en 3 fois 3 points, mais enfin on est toujours déformé par sa formation initiale. Alors d'abord, les écrans, un outil merveilleux. S'il m'arrive parfois d'entendre encore des adultes rêver de l'époque où les écrans n'existaient pas, j'ai pas encore entendu un adolescent me dire « Jean-Marie, mon rêve, ça serait que tous les écrans soient supprimés partout ». Non, je crois effectivement que nos adolescents sont attachés effectivement à ces écrans parce que reconnaissons que c'est un formidable outil. C'est un formidable outil d'information. Le lycéen moyen aujourd'hui a accès dans sa chambre à l'ensemble de la bibliothèque de notre pays. Moi, je me souviens quand j'étais lycéen, que je faisais un exposé, et il fallait que j'aille à la bibliothèque municipale, que j'essaie de trouver le bouquin en rapport avec mon exposé. Si malheureusement il était pris, je devais revenir la semaine suivante. Après, je devais me coltiner toute la lecture du livre pour essayer de trouver le paragraphe qui était en rapport avec le sujet qu'on me demandait de traiter. Aujourd'hui, je vois le lycéen, un clic, hop, il est face au bouquin, un deuxième clic, il a la citation. C'est extraordinaire. Et vous savez tous, des fois, quand on est là, dans des conversations à table, et puis il y a un mot qui nous échappe, ou on ne se souvient plus, hop, le réflexe, qu'est-ce qu'en pense Google? Et plutôt qu'aller fouiller dans l'encyclopédia universalis, au risque de se perdre, on a la réponse en quelques instants. C'est un outil merveilleux de circulation de l'information. C'est un outil merveilleux de communication. Je crois que tous nous en servons vis-à-vis de nos proches, lorsqu'on est inquiet pour la santé d'un proche qui habite un peu loin, lorsqu'on veut communiquer avec ses amis. Et rappelons, le pape François le rappelait dans un message donné aux jeunes en 2016, les emails, les SMS, les réseaux sociaux, les chats peuvent eux aussi être des formes de communication pleinement humaines. Ce n'est pas la technologie qui décide si la communication est authentique ou non, mais le cœur de l'homme et sa capacité à bien user des moyens mis à sa disposition. Toute ma conférence se situe un petit peu dans cette ligne du pape François. C'est pas l'outil. Des fois, on entend des parents qui disent c'est à cause des outils, c'est à cause de l'écran, c'est à cause... Non, c'est à cause de l'utilisation qu'on en fait. Mais qu'effectivement, on peut utiliser de manière assez extraordinaire ce moyen de communication. Et puis, c'est un formidable outil de partage. Combien, moi, chaque jour, j'ai des amis qui me signalent tel article qui est paru, ou bien telle conférence à laquelle ils ont assisté en me disant « Mais Jean-Marie, au vu des sujets que tu travailles aujourd'hui, ce serait intéressant là que tu te branches. » Combien, effectivement, des adolescents vont partager leurs souvenirs de vacances et grâce à ces outils, peuvent partager photos, peuvent partager textes, etc. C'est un formidable outil qui va nous permettre effectivement de partager, pas simplement dans le petit horizon du cercle des proches, mais aussi à plus grande distance. Donc, j'ai envie de dire, surtout lorsqu'on est parent d'adolescents, l'important c'est de bien comprendre pourquoi ces écrans, finalement, ont une telle importance dans la vie de nos ados, et puis reconnaissons aussi qu'ils l'ont un peu dans notre vie. Mais il y a des risques. Il y a des risques. Et là, je crois qu'il faut que nous en soyons conscients. D'ailleurs, vous savez que les plus grands pionniers, les Bill Gates, les Steve Jobs, donc qui ont inventé tout cela, sont les rares Américains qui ont choisi de mettre leurs enfants dans des écoles maternelles et du début du primaire où il n'y a accès à aucun outil numérique. Leur message étant, tu commences par apprendre à lire, écrire, compter. Après, tu sauras utiliser ces technologies avec intérêt. Mais si effectivement, tu te dispenses d'apprendre à lire, écrire, compter correctement, tu seras prisonnier de ces écrans. Donc, les plus grands cerveaux
ont choisi pour leurs propres enfants, allant à complet contre-courant. Hein, je vois des fois, le ministère de l'Éducation nationale, des écoles qui se prétendent comme modernes parce que tous les gamins dès le plus jeune âge ont accès à la tablette. C'est non. D'abord l'essentiel. Parce que le premier risque, c'est la fascination des images. C'est vrai que l'image fascine. Et même un tout jeune enfant de 3 ans. Or, je comprends, je comprends que des parents qui parfois font une longue route, hein, et au bout de 10 kilomètres, la question inévitable arrive, c'est quand est-ce qu'on arrive, papa ? Bon, je comprends effectivement qu'avec l'écran, derrière le dossier, eh bien voilà, tout le trajet, on est tranquille, il suffit d'enchaîner les dessins animés sur dessins animés, et je vois des gamins qui vont passer les 10 heures de trajet face à leur écran, et combien je comprends que pour le conducteur, c'est un peu plus confortable. Mais voici, effectivement, que le gamin va être continuellement sollicité par les images, ne verra absolument rien de tous les paysages qu'il traverse, n'enregistrera rien de cette découverte de la France que pourrait lui permettre cette virée un petit peu plus loin de chez lui. Mais ces images ont ce pouvoir de fascination. Et en particulier aussi dans les jeux vidéo. Des fois, je trouve que des parents sont un peu inconscients. Attendez, des parents dire à leur gamin, il avait 12, 14 ans, écoute, chérie, là on va sortir, là ton papa et moi, enfin on fait confiance, hein, donc vous avez le droit à l'accès à l'ordinateur jusqu'à 21h30. Hein, mais on fait confiance, vraiment 21h30, vous coupez l'ordinateur. Bon. Imaginez qu'à 21h28, l'adolescent arrive avec le score de 17 445 points. Alors qu'on se record est 17 450, comment voulez-vous qu'il puisse arrêter ? Voici que des parents donnent une consigne qui n'est pas possible de tenir. Je vois même parfois des adultes qui se laissent prendre dans tous ces jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un tel mécanisme de fascination de l'image, d'enchaîner d'une séquence à l'autre, et puis dès qu'on a réussi une séquence, eh bien on part sur l'autre, que inévitablement, si l'adulte n'est pas là pour débrancher la prise, je crois qu'on ne peut pas demander spontanément à l'adolescent de se débrancher. Et que cette fascination des images a des effets nocifs. Alors, ça a été repéré à l'école sur la concentration, parce qu'effectivement, c'est tellement bien fait qu'on a des jeunes qui zappent. Et puis, il y a des effets nocifs aussi sur la prise de conscience de la nécessité de mémorisation. Certains pensent que, puisque tout le savoir est dans le téléphone, à quoi ça sert de retenir les choses ? Et il suffira de poser la question à Google, et il nous apportera la réponse à tout. À quoi ça sert de retenir, puisque effectivement, nous pouvons, en quelques clics, avoir l'accès à ce savoir. Or, on sait combien ce processus de mémorisation est un processus important pour le développement de l'enfant. Ils apprennent effectivement à mémoriser, à retenir. Donc ça, c'est le premier risque. Ils ont bien conscience que les images ont un pouvoir fascinant. Et que, en ces images, ce qui va être imposé, c'est effectivement le point de vue de celui qui a créé l'image. Je m'explique, pour souligner l'importance de la lecture. Parce que la lecture va permettre à chacun de créer son propre imaginaire. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis un cheval court dans une magnifique prairie, bon, je vous dis ça. Il y a l'un d'entre vous qui est en train de se représenter un magnifique pur-sang arabe en train de galoper sur un gazon, pendant que l'autre imagine une magnifique jument percheronne qui batifole sur une prairie d'herbe haute. C'est-à-dire que sur le même support, chacun se construit son imaginaire à partir du support qu'il lit. C'est un merveilleux outil, la lecture, d'éveil de l'imaginaire. Par contre, lorsque vous êtes face à l'image, c'est tout. Le réalisateur a choisi la taille du cheval, sa couleur, sa vitesse, la taille du gazon. Pourquoi j'ai dit à un moment que le fait de mettre Harry Potter aux écrans a été un désastre, parce que beaucoup de jeunes se mettaient à rêver, à imaginer. Et puis ensuite, quand on le voit au cinéma, c'est tout. L'école, elle est comme ça, la tour, elle est comme ça, le sorcier, il est comme ça. Donc, vous voyez bien la différence entre la lecture, qui va permettre effectivement de développer cet imaginaire, et puis la contemplation de l'image,
où là, effectivement, eh bien, l'imaginaire du réalisateur nous est imposé. D'ailleurs, je crois que nous sommes tous déçus quand nous allons voir un cinéma, un film dont on a lu le scénario, hein, on est toujours un peu déçus. Parce qu'on se dit, mais non, c'est pas comme ça. Je vais me rappeler cette anecdote, vous savez, c'est la première fois qu'on a mis Tintin en image, et un journaliste interrogeait un jeune gamin d'une dizaine d'années, hein, en disant, alors t'as aimé le film? Comme il dit, non, de toute façon, je dis, pourquoi non, de toute façon, Tintin, c'était pas comme ça. J'ai dit, mais pourtant, regarde, le héros, il a choisi quelqu'un avec une houppette qui ressemble, puis l'histoire, c'est la même. Et puis le gamin, à bout d'argument, qui dit, de toute façon, monsieur, Tintin, dans mon livre, il n'avait pas la même voix qu'au cinéma. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que, bien sûr, quand on lit les dialogues et puis on entend les voix. Oui. Donc, combien effectivement, il s'agirait surtout pas que cette utilisation excessive des écrans pense qu'on va être capable de dispenser de l'activité lecture. Et là, de grands linguistes aujourd'hui, je pense à Alain Bentolila, à la Sorbonne, insiste pour lui, le grand combat qu'il mène, c'est sauvons la lecture. Sauvons la lecture. Et redonnons ce goût de livre. Deuxième risque, très important, c'est l'imaginaire de ces grands pionniers du numérique était de construire un monde où on abolit les frontières. Immédiateté, rapport à l'espace, enfin c'était... Et puis ça marche, je veux dire. Mais il y a des frontières qui sont structurantes dans la construction de la personnalité de l'enfant, de l'adolescent. Et j'en citerai 3, sur lesquels il me semble qu'il nous faut que nous soyons excessivement vigilants. La première, c'est que si Internet donne accès à la connaissance, il ne donne pas accès au savoir. Des fois, j'entends des enseignants qui s'interrogent en disant « mais avec tout maintenant, cet accès si facile, grâce à leurs ordinateurs, au savoir, qu'est-ce que notre métier va devenir ?» Je dis « attendez, non. Le savoir, ce n'est pas une somme de connaissances. Le savoir, c'est une organisation des connaissances. Être capable de faire le tri entre ce qui est superficiel et ce qui est essentiel, ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est comme ça que se construit un savoir. Et je disais des fois aux enseignants un peu inquiets sur l'avenir de leur métier, de leur dire, vous savez, questionnement que vous élaborez qui est un peu proche de celui qui avait eu lieu dans notre pays au moment de l'avènement de l'imprimerie. Parce que pour beaucoup d'enseignants, l'avènement de l'imprimerie, ça a été une catastrophe. Avant l'imprimerie, ils étaient obligés, les enfants, d'écouter l'enseignant pour avoir accès au savoir. C'était la seule source de transmission. C'est écouter le maître qui sait. Et voilà-t-il pas qui vont être capables d'avoir accès au savoir en allant regarder un livre. Véritable catastrophe. Bon, je crois que l'école aujourd'hui a su intégrer le livre. De même qu'il me semble effectivement que l'école de demain va savoir intégrer bien sûr, ces nouveaux outils que sont le numérique. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête de tous nos enfants, de tous nos adolescents, par rapport au niveau d'information, que toutes les informations le valent, les fake news, les vraies infos. Combien ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, on l'a vu dans des grands débats récents de société. Je pense où à un moment, la parole du pédopsychiatre, qui pendant 3 ans a réfléchi sur les conséquences de l'homoparentalité sur le développement du préadolescent, est au même niveau que la parole du joueur de foot, qui, interrogé aux sorties de stade, répond à la question, alors vous êtes pour ou contre le mariage homosexuel? C'est une voix. Et à côté, quelqu'un qui a réfléchi de manière éminente pendant 3 années, et puis il y a d'autres, et puis tout est au même niveau, un like. Et combien, effectivement, là, on a un risque majeur, hein, je le vois, au niveau de nos adolescents, de placer toutes les informations au même niveau. Il se dispense d'écouter le journaliste qui va interpréter les faits, avec bien sûr ce recul qu'il va prendre, et puis il y aura plutôt sur les réseaux sociaux où toutes les informations circulent. Deuxième risque, deuxième frontière, c'est la frontière entre le virtuel et le réel. Et toutes les incidences donc, sur le développement de la violence. C'est que je suis quand même
très interpellé aujourd'hui par la violence de ces adolescents, ces affrontements de bande en Île-de-France, cette jeune Alisha tuée par des camarades de son âge. Et j'aime dire dans un article que je viens d'écrire que le fait que des bandes d'ados s'approprient un territoire et puis ensuite empêchent l'accès à leur territoire à la bande d'ados voisine, ça existait déjà du temps de Louis Pergaud, je veux dire la guerre des boutons. Bon, le fait que des ados soient en rivalité amoureuse et qu'effectivement on veuille faire payer à l'ex le fait d'avoir été l'ex, je veux dire, ça fait partie du monde des ados. Ce qui est nouveau aujourd'hui, ce ne sont pas ces affrontements. J'ai écrit un article que j'ai intitulé « La guerre des boutons version 2000 ». Mais ce qui est nouveau, effectivement, c'est ce déploiement de violence qui n'a pas de limite. Et voici qu'on est capable de se tuer pour un motif futile. Et la seule chose que je vois de nouveau entre ces guerres des bandes que j'observais il y a 25 ans lorsque je travaillais dans les quartiers et aujourd'hui, c'est effectivement tout cet accès aux réseaux sociaux et au numérique. C'est un phénomène nouveau. Bon. Alors, quel est le lien? Le lien n'est pas tant la violence. J'aime dire, dans toutes les conférences que je prononce, que les histoires que nos arrière-grands-mères racontaient à nos grands-pères lorsqu'ils s'endormaient étaient d'une violence extrême. La petite fille se retrouvait avec un loup dans le lit de la grand-mère, et le loup était la plus horrible des bêtes de ce monde. Le petit garçon perdu dans la forêt était mangé par l'ogre. On voit même pas ça à la télévision, hein. On voit ça à la télévision, hein. Il était mangé par l'ogre, le petit garçon. Bonjour la violence. C'est-à-dire que le fait de raconter des histoires violentes à nos enfants, à nos adolescents, ça, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Mais quelle est la grande différence? La grande différence, c'est que ces histoires commençaient par « il était une fois ». Et le « il était une fois » séparait de manière nette l'univers du réel de l'univers de l'imaginaire. Et d'ailleurs, l'enfant interrogé, mais c'est pas une histoire vraie. Non. L'histoire vraie à l'époque, c'est l'histoire de saint, mais saint à l'époque s'écrivait avec un T, à l'époque. Là, c'était des histoires. Le drame de toutes ces images, de tous ces écrans, c'est que l'imaginaire du metteur en scène a la couleur du réel. C'est ça qui a changé. L'imaginaire du metteur en scène a la couleur du réel. Et donc, pour les jeunes qui s'abreuvent d'images, une confusion peut s'opérer. Vous savez, moi je suis étonné par l'évolution des jeux vidéo. Il y a encore 10 ans, vous regardiez un ado jouer sur sa tablette, c'était des silhouettes. Des silhouettes. Aujourd'hui, des fois, quand je regarde, il faut que je prenne un petit moment pour savoir si c'est un reportage sur la guerre de Syrie ou si c'est un jeu vidéo. C'est vraiment le réel. Entre les scénarios faits aujourd'hui, on sait que nos ingénieurs français sont excellents, les scénarios de jeux vidéo correspondent tout à fait au réel. Mais c'est quoi la grande différence entre le virtuel et le réel? C'est la perception de la souffrance. C'est-à-dire que dans le virtuel, Pente est mort, mais on voit ni la souffrance de la victime, ni la souffrance de l'entourage de la victime. Alors que dans le réel, la souffrance, elle est là. Vous savez, moi je me souviens quand j'étais au collège, cours de récréation, 15 minutes, 25 morts. Enfin, la cloche sonnait, puis tout le monde ressuscitait. On était dans l'univers du jeu. Il n'y avait pas de souci. Alors que là, on voit effectivement combien ces écrans peuvent être destructeurs d'empathie. C'est-à-dire que l'empathie, c'est la capacité qui va être mienne de pouvoir partager un peu les émotions de l'autre. Combien j'ai été étonné, moi, quand j'ai vu les photos de ce Yuri, ce jeune de 15 ans, tombé par terre avec tous les autres, donnant des coups de pied, en disant, attendez, on est où? Il n'y a aucune... Même dans l'ancien temps, l'adversaire qui tombe à terre, on s'arrête de frapper quand même. Enfin bon, les ados se battent, mais enfin... Non, aucune... Ce qui caractérise, c'est aucune empathie. J'étais marqué en 99, je travaillais à la Roi d'Argenteuil, par un gamin que je connaissais bien, il a fait un camp bateau avec moi, 14 ans, qui un soir de Noël tue à coups de couteau un de ses copains de 16 ans pour une histoire de blouson prêté rendu sali. Les pompiers tardent à venir, la cité était jugée dangereuse, et le gamin de 16 ans donc, meurt dans l'ambulance qui le conduit à l'hôpital. Alors je vais voir
ce gamin que je connaissais bien, donc en prison, à Fleury, et la première fois que je le vois, il me dit « Ouais, Jean-Marie, tu te rends compte, mon blouson, t'as vu l'état dans lequel il me l'a donné, puis il avait bu. » Du coup, je peux pas t'entendre. Je suis en train d'organiser la veillée funèbre là, au niveau du copain, faire la quête pour que le corps puisse être rapatrié en Algérie, et puis toi, tu me parles de ton blouson. Et puis 3 jours après, j'ai été revoir ce même jeune, complètement autre, il voulait se suicider. J'ai dû taper du poing sur la table en disant « Attends, on a déjà un mort pour un blouson, on va pas avoir 2 morts pour un blouson. Quoi que t'aies fait, aussi grave ça soit-il, t'as le droit de vivre, t'as le droit de vivre. » Mais qu'est-ce qui s'était passé entre les deux? C'était la prise de conscience de la souffrance causée par son acte, que malheureusement il n'avait pas fait. Et j'entendais ce même type d'approche dans le discours de Maître Berton, l'avocat de Léo, je l'appelle Léo, bien sûr on change les prénoms, l'agresseur d'Alisha, est complètement effondré après les conséquences de son acte. Et là je vois effectivement cet impact de ces images où on est dans le jeu, il ne voulait pas tuer, il voulait gagner. Ouais, mais dans le jeu vidéo, on a 7 vies, vous en perdez 6, il en reste encore une. Dans le réel, non. Dans le réel, non. C'est le drame aussi de tout ce qui tourne autour du porno. Moi, je dois vous avouer, quand j'avais 9-10 ans, j'allais souvent donc le week-end à la campagne, puisque mes parents louaient une résidence secondaire, et que par rapport à toutes les questions que je me posais dans ma tête, je dois vous avouer avoir beaucoup appris en regardant les vaches et le taureau, le bélier, le mouton, et j'ai beaucoup appris. Par rapport, je comprends tout à fait que le jeune collégien citadin, qui n'a absolument pas accès à ce savoir, lorsque le copain lui dit « Écoute, tiens, j'ai une cassette, tu vas voir comment ça se passe », je comprends qu'il soit intéressé. Vous savez que plus de 50% de nos jeunes de 6e, 5e ont déjà visionné des cassettes porno. Et j'aurais envie de dire, jusque-là, ça ne me questionne pas trop. Ça me questionne pas trop. Là où ça me questionne, c'est que lorsqu'il n'y a aucun adulte qui vient dire « Attends, ce que tu as vu, c'est pas la relation homme-femme, c'est la mise en scène des fantasmes du réalisateur qui paye des acteurs professionnels pour le jouer. » C'est ça le porno. Le réalisateur va payer des acteurs pour mettre en scène ses fantasmes. Mais si effectivement aucun adulte n'est là pour pouvoir reprendre les choses, alors il y a une confusion qui peut s'instaurer dans un collège au top de l'enseignement catholique de Versailles. Des gamins de 5e ont reproduit dans les toilettes du collège les scènes qu'ils avaient vues pendant l'absence d'un prof. Et vous voyez, le grand danger, c'est la confusion entre le virtuel et le réel. Que le réel de la relation homme-femme, il y a des sentiments, il y a l'attention à ce que perçoit l'autre, que le bonheur va se construire dans la relation. Et que là, on a simplement une vision animale du rapport sexuel, et parfois même déformée. Moi, je suis étonné des fois des questions que j'entends me poser des adolescents très jeunes, 12-13 ans. Une fille, mais alors c'est normal que mon copain me demande à faire ci? Je dis attends, c'est normal, qu'est-ce que ça veut dire, c'est normal? C'est normal, me dit-elle, que mon copain me demande de faire ça et ça. Je dis attends, ça c'est normal? Il n'y a absolument rien de normal là. Rien de normal. Ça c'est ce qu'il a vu sur une cassette porno avec un réalisateur qui a mis en scène ses fantasmes. Mais c'est pas ça la relation garçon-fille. Donc, combien par important, alors il ne s'agit pas d'interdire l'accès aux jeux vidéo, jamais vous n'interdirez complètement le fait que votre gamin ait consulté un site pornographique. Mais ce qui me paraît très important, c'est d'être là pour bien établir la frontière entre ce qui est de l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre du virtuel. Et puis la troisième frontière, c'est celle entre l'intime, le privé et le public. Et là, je crois effectivement qu'au niveau de tous ces réseaux sociaux, d'Internet, se jouent des choses dangereuses. Pour se construire, il est important que l'enfant, l'adolescent, comprenne ce qui est de l'ordre de l'intime, ce qu'il regarde de lui, son corps, peut-être le cercle très proche, je ne sais pas. Ce qui est de l'ordre du privé, son cercle d'amis, puis ce qui est de l'ordre du public. Le drame avec l'usage que font bon nombre de nos ados des réseaux sociaux,
c'est qu'on passe de l'intime au public. Ce qui s'est passé d'ailleurs à Kadisha, où le fameux garçon l'a filmé dans une tenue très très légère, et puis ensuite va diffuser toutes les informations auprès de tous ses camarades. Et combien, dans mon travail d'éducateur, j'accompagne autant des victimes que des harceleurs, hein, et des fois des harceleurs qui me disent « Tu te rends compte Oh ben non, c'était drôle. » Je dis « C'était drôle. » Comme ça, un jeune, c'était un collège catholique qui faisait à la fois collège et lycée. Et un jeune de seconde qui partage, donc, avec tous ses copains, les photos de son petit frère tout nu dans la baignoire, avec une posture un peu étonnante, quoi. Mais le problème, c'est que le petit frère était en 6e dans la même institution. Vous vous rendez compte les dégâts, avec toute son image qui circule. Et quand j'ai vu ce jeune, j'ai dit « Mais attends, au nom de quoi t'es pas propriétaire de l'image de ton petit frère ?» Mais là encore, il faut que l'adulte soit présent pour le dire. Une autre anecdote me revient en mémoire. C'était une dame vice-présidente donc d'une association d'appel dans un établissement assez prestigieux de la région lyonnaise. Et donc, elle va chercher sa fille Delphine parce qu'elle a rendez-vous avec le dentiste à 4h. Et Delphine n'est pas là. Alors elle regarde un peu autour, et puis elle voit un garçon, elle se dit « Oh tiens, je crois que j'ai déjà vu avec ma fille, je pense qu'il doit être dans la même classe. » Et gentiment, et très poliment, elle se tourne vers le garçon en disant « Vous connaisseriez peut-être Delphine ?» Elle dit « Oui, bien sûr, madame. Et je comprends pas, elle a rendez-vous avec moi. » Oh, mais elle a dû oublier, parce que lorsque j'ai quitté le lycée, elle était au CDI et préparait son exposé pour le lendemain. « Oh, je peux pas rentrer dans le lycée, dit cette dame. Est-ce que vous pourriez... s'il vous plaît, allez dire à Delphine que sa maman l'attend. » Et le garçon, il dit « Bien sûr, madame, et ajoutez que vous êtes belle en maillot de bain. » Vous imaginez la mère. Je dis « Enfin, excusez-moi, c'est complètement déplacé. Je vous demande un service, si vous n'avez pas envie de me le rendre, vous me dites « J'ai pas le temps, madame, mais vous n'allez pas comme ça dire des propos complètement déplacés. D'ailleurs, pourquoi vous dites ça ?» Il me dit « Mais parce que je vous ai vu. » Comment ça, vous m'avez vu ? Delphine avait fait circuler auprès de ses copines toutes ces photos de vacances où madame se baignait en une pièce dans le Tarn. Et toute la classe, elle profitait des images de la famille partageant ses vacances. Alors, vous imaginez la scène à la maison. Le père particulièrement furieux. Mais quand je me suis rendu dans cette maison pour essayer de rétablir un peu le dialogue, parce que ça chauffait un peu entre adolescentes, mais je dis, mais est-ce que vous lui avez dit que les photos de famille, ça appartient à la famille, et que même si tu as des copains, ça se partage pas? Parce que je vous vois, chaque fois qu'elle revient de son camp scout, la première question que vous lui posez, montre-nous les photos. Si c'est ça votre message, effectivement, parce qu'elle pensait n'avoir rien fait de mal. Cette jeune fille voulait simplement partager un souvenir. Mais vous voyez combien paraît important de pouvoir inscrire dans la tête de l'enfant, de l'adolescent, ce qui est d'ordre de l'intime, parce qu'il est son corps. Voilà, t'as pas à te mettre dans ces fameux nudes, comme disent les ados aujourd'hui, où ils vont s'envoyer des photos dans des postures très dénudées. 60% des messages photos que s'envoient les ados ont quand même un caractère sexuel assez prononcé. Pas forcément des nudes, faut le dire, mais 60%. Il n'y a que 40% qui vont partager des paysages. Oui, c'est pas le vrai sujet, le sujet de l'échange. Donc, je crois que ça c'est important, d'avoir conscience de ces trois risques, que si je suis éducateur, il faut que je travaille à la mise en place de cette frontière entre le vrai, le faux, l'essentiel, l'accessoire, entre le virtuel, le réel, et entre l'intime, le privé, le public. Et puis, troisième risque, c'est cette trace indélébile qui est laissée sur ces réseaux. Et ça, bon nombre d'adolescents pensent qu'ils sont couverts par un anonymat, parce que, bien sûr, ils n'ont pas signé le message. Non. Et aujourd'hui, tout le monde peut retrouver l'auteur de tout message. Et que ça reste pour la vie. Je vois des fois des parents qui me paraissent bien inconscients d'envoyer comme ça des photos de leurs petits garçons, leurs petites filles tout nus sur les... dans 15 ans, un journaliste pourra ressortir la photo, c'est la photo. Et je vois même, pour vous dire, une jeune fille
supposé qu'elle est intelligente, puisqu'elle avait réussi brillamment Polytechnique, avait fait un stage, hein, et puis voilà, a été recrutée par un cabinet chasseur de tête. Cabinet chasseur de tête pour un poste, une direction financière, des gens d'un gros groupe, une fille vraiment calée, enfin je dis, hein. Et donc, 3 entretiens. Premier entretien, c'était sur le parcours, le CV, une fille éminemment brillante, pas de souci. Donc, deuxième entretien, c'était sur la fonction qu'elle aura occupée dans l'entreprise. Une fille éminemment brillante, qui répond à toutes les questions. Hein. Et puis, troisième entretien, la réponse, et personne ne le reçoit de manière très froide, en disant « Madame, l'entreprise n'a pas besoin de gens comme vous, en son sein. » Catastrophe. C'est de comprendre. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'au sortir de l'entretien, elle commentait l'entretien sur sa page Facebook, en disant à ses copines, tu sais, ces cons-là, je les ai bien eus. Bon, mais ça serait passé dans un bar, autour d'un verre, avec 3 copines. Bon, c'est tout, pas de souci, elle est contente. Elle s'est dit, tiens, là, elle a réussi, là. Mais sur la page Facebook, bien sûr que chasseur de tête, il accorde souvent plus d'importance aujourd'hui à ce qui est sur la page Facebook qu'à ce qui est sur votre CV officiel. Sources d'informations sont bien plus importantes. Et voilà quelqu'un qui n'avait pas intégré qu'il y avait une frontière entre le privé et le public. Et que ce qu'on peut échanger comme ça autour de 3 copains ou copines autour d'un verre, effectivement, si on le balance, et c'est-à-dire il n'y a pas d'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat. Et on voit effectivement des ados qui sont ensuite surpris, ou bien on le voit aujourd'hui des fois avec des politiques qui se retrouvent confrontés avec des propos qu'ils avaient indiqués lorsqu'ils étaient eux-mêmes adolescents et qu'on leur resserre sur des pattes. Alors vous voyez bien que l'important, c'est pas de refuser les écrans, ça va être donc d'éduquer aux écrans. Et je crois que c'est une mission essentielle aujourd'hui de chaque parent, de chaque enseignant, de chaque éducateur. Et j'aime dire, c'est pas parce que on connaît pas, je vois des parents qui sont un peu débordés par l'afflux de ces technologies nouvelles, ce n'est pas parce que on ne connaît pas le fonctionnement de tous ces outils. Moi-même, je dois avouer que lorsque je suis sorti de l'IX en 1974, je comptais parmi les ingénieurs les plus performants de mon pays en informatique. Je travaillais sur un ordinateur qui était grand comme cette salle, une fiche par information. Comment j'aurais pu imaginer que 40 ans plus tard, je me fasse battre à plat de coups de fure par mon petit-neveu sur toutes ces espèces de jeux informatiques? Bon, alors qu'ils ont une maîtrise, parce que je m'aperçois qu'ils ne fonctionnent pas comme moi. Moi, quand je suis face à l'écran, j'étais formé comme ça. Avant d'appuyer sur la touche, il faut que j'imagine le résultat. C'est-à-dire que si je veux que mon bazar fasse ça, je me dis, alors sur quelle touche je dois appuyer? Si j'appuie sur celle-ci, ben non, il risque de monter, donc il ne faut pas que je fasse que ça. Mais alors si je corrige avec l'autre, peut-être qu'en appuyant avec les deux, ça va le faire. Alors j'appuie sur les deux, et puis mon bazar. Mon petit-neveu, il a essayé toutes les touches. Et sa méthode était bien plus rapide. Mais oui, c'est un autre rapport au clavier. Ils sont bien plus doués que nous. Moi je suis vraiment comme ça. Il faut d'abord que je sache avant d'agir. Lui, il agit avant de savoir. Alors, mais alors ça, on voit toute la modification dans les apprentissages. Mais c'est pas parce que je connais moins que j'ai pas des codes à donner pour l'utilisation. Je vois des parents qui sont capables d'offrir un smartphone dernière génération à un gamin de 12 ans sans aucune consigne d'ordre éthique. Aucune! Je leur dis, c'est comme si vous confiez une Toyota hybride à votre jeune de 20 ans. Je lui dis, tu sais, moi je comprends pas trop comment ça marche. Alors, il paraît que de temps en temps ça marche à l'électricité, il paraît que de temps en temps ça marche à l'essence. Oh papa, t'en fais pas, moi je connais bien la petite manette et tous les viseurs. Tu sais, mais même si vous ne connaissez rien au fonctionnement de la Toyota hybride, c'est à vous qu'il revient d'enseigner le code de la route. Le code de la route. Même si vous ne savez pas répondre aux questions. Parce que si votre gamin vous dit, alors pourquoi il faut rouler à droite? Ah ben ça je comprends pas. Alors j'ai vu à la télévision, il y a des pays où on roule à gauche. Oh ben ouais. Oh ben écoute, tu fais comme tu veux, t'essayes. Tu roules à droite, tu roules à gauche. Mais j'ai des parents, l'enfant a le smartphone, c'est exactement ça. Hein. Oh ben moi je sais pas, t'essayes. T'essayes les applications, tu vois. Alors voilà, tu comprendras peut-être, à force d'avoir... Vous imaginez, ça ne viendrait pas à l'idée de parents. Or, ça vient à l'idée de parents capables d'offrir ce genre d'outils, où le gamin va pouvoir surfer, comme on dit, sans aucune consigne.
Et donc il y a 3 choses qui me paraissent essentielles. Premier, c'est d'éduquer au discernement entre le vrai et le faux. Nécessite la capacité des parents de pouvoir discuter, de parler de ce que leur enfant, leur ado ont vu, ont compris ou ont saisi de ce qu'ils ont vu sur Internet. Mais combien, aujourd'hui, je vois des ados qui sont capables d'aligner des positions fondées sur des fake news, comme si c'était un rapport à la vérité. Et de leur redire avec force, je crois que c'est tout le sens de l'enseignement de l'histoire, de leur redire avec force qu'une majorité peut se tromper. On l'a vu dans l'histoire de notre pays, à une époque pas si lointaine, qu'une majorité peut se tromper, et que c'était la minorité des résistants qui avait raison. Parce que j'ai des ados qui vont penser que le degré de vérité de l'info va être lié au nombre de likes. Non. Il peut y avoir une erreur approuvée par 1500 personnes et une vérité uniquement approuvée par 3. C'est pas le nombre de votes qui va indiquer quelque chose sur la vérité de l'information. Donc, éduquer au discernement me paraît aujourd'hui être un rôle essentiel des enseignants, mais aussi des parents, par rapport à la lecture de toutes ces informations. Éduquer au respect de soi. Tu n'as pas le droit de mettre en scène ton corps. Pas le droit de te mettre en scène. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que pour exister, tu as vraiment besoin de cette mise en scène? Mais non, tu existes vraiment à nos yeux, pour nous chrétiens, dans ta dignité d'enfant de Dieu. Réfléchir à ce besoin de se mettre en scène, d'autant qu'on sait combien que ça peut se retourner. Je l'ai vu auprès de tellement de jeunes adolescentes qui font confiance à leurs petits copains et donc voilà, et qui vont réagir positivement à ces demandes. Mais alors il suffit qu'il y ait une brouille 6 mois après, et voici que le petit copain se sert de tout ce matériau pour dégommer son ex auprès de sa nouvelle. Ce qui s'est joué d'ailleurs avec Alisha et qui a conduit à la mort d'Alisha dans ce fleuve, la Seine. Donc, et puis respect de l'autre. Comme dit encore le pape François dans ce même message, l'accès au réseau numérique comporte une responsabilité envers l'autre que nous ne voyons pas, mais qui est réelle. Il a sa dignité qui doit être respectée. Parce que ce qui est dramatique avec l'écran, c'est qu'on ne voit pas l'autre quand on lui envoie des messages. Je connais des jeunes harceleurs capables d'envoyer, de balancer des messages. Jamais ils auraient eu l'idée de le dire en face. Parce qu'il y a quand même, en principe, ce minimum d'empathie. Et chaque fois que je vois mes ados pianoter sur le clavier, moi, le grand conseil que je leur donne, c'est avant d'appuyer sur le clic envoi, tu te mets dans la peau de celui qui va recevoir le message. Vous savez qu'il y a une règle d'or fondamentale dans la Bible de Jérusalem, c'est ainsi qu'est titrée cette parole de Jésus, c'est « ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas envie qu'il te fasse ». Je crois que c'est ce principe fondamental qui n'est plus assez dispensé aux jeunes. Je crois que ça fait partie vraiment des fondamentaux de l'éducation morale. C'est pas seulement une consigne à suivre, parce que le jeune va, oui, si on doit, on peut, c'est interdit, c'est pas ça. C'est dans le ressenti. C'est mets-toi à la place de celui qui reçoit. Combien moi, je m'y oblige aussi, et combien je donne cette consigne aux éducateurs que je dirige, qui parfois, sur le coup d'un événement et la colère, on va balancer des choses. Mais prenez un tout petit moment, il y a toujours moyen de dire les choses de manière plus factuelle, sans que ce soit accompagné d'images où on flingue l'autre, où on le descend, etc. Mais ça nécessite de se mettre à la place de celui qui va lire le message. Et si vous êtes habité par ce réflexe, moi j'ai envie de dire, les mails c'est un excellent outil de communication, SMS, etc. Si vous n'êtes pas habité par ce réflexe, ça peut avoir des conséquences terribles. Parce qu'effectivement, je vais balancer, et comme j'ai aucune empathie, puisque je ne vois pas l'autre, balancer des choses qui peuvent avoir des conséquences regrettables pour lui. Donc, combien cette éducation au respect de soi, respect de l'autre. Et puis, éduquer aux écrans, c'est prévenir l'addiction. En se disant qu'il faut être vigilant.
Mais c'est comme tout, c'est pareil, l'addiction à l'alcool, enfin, il faut être vigilant. Faut dire qu'il faut refuser tout vers l'alcool. Hein. Non, sauf si au moment où on devient addict, là, il y aura peut-être des moments où il faudra carrément être sevré. Hein. Mais sachez qu'au niveau des écrans, ça peut vivre vite. Et donc là, ça nécessite de cadrer l'activité. Moi, personnellement, j'ai rien contre les jeux vidéo. Des fois, je vois même des jeunes adolescents à la campagne qui étaient tellement malheureux de leur isolement dans leur ferme, alors que tous les autres copains se retrouvaient en ville, des fois pour partager un jeu de société. Et les voici, grâce à cet outil, en capacité de jouer avec leurs copains, même à distance. Réjouissons-nous. Ils sont là, ils jouent beaucoup de jeux vidéo par les ados, sont quand même partagés avec les copains. Enfin, je veux dire, hein, c'est pas une activité solitaire. Bon. Mais combien c'est important de mettre des bornes? On joue de telle heure à telle heure. On joue de telle heure à telle heure. Moi, je me souviens d'un principe d'éducation de mes grands-parents. Les grands-parents, une grande maison de Châtel-en-Bray. Et il y avait une salle de jeu. Alors là, nous les gamins, les cousins, on faisait n'importe quoi. Je vous dis pas tout ce qu'on a inventé comme jeu. Mais lorsqu'on arrivait au salon, il était hors de question d'amener une petite voiture au salon. Hein. Le salon, c'est l'endroit où on cause. Alors, soit tu as des choses à dire, on t'écoutera, soit tu n'as pas encore grand-chose à dire, parce que tu es quand même un peu jeune, alors tu apprends en écoutant. Mais il y avait une vraie distinction entre l'espace du jeu et puis l'espace du réel, de la relation entre adultes et jeunes. Combien c'est ce qui me paraît important. Surtout au départ, que l'ordinateur puisse être par exemple dans une salle commune, voilà, et on va jouer de telle heure à telle heure. Hein, mais en tout cas, de baliser l'espace-temps d'utilisation, c'est comme ça. Et puis avec des règles quand même importantes, qui est, il n'y a pas de portable à table. Alors, je me souviens, un jour, j'étais invité par une famille, alors je vois l'ado en face de moi était en train de tweeter entre les plats. Bon, c'est quand même pas rare. Mais je vois aussi la maman, maîtresse de maison, le téléphone sonne, hop, elle quitte la table, et puis elle va répondre dans la cuisine au téléphone. Alors tu es tout seul. C'était pas la peine de m'inviter, enfin franchement. Mais je veux dire, voilà, non, attends. Pas bien sûr d'ordinateur dans la chambre, le soir, au moins, quand on est collégien. Après, on peut. Mais, et ceci, alors, je terminerai par 2 points, ce sera ma conclusion. Hein. Ceci nécessite une éducation progressive. Ainsi. Et, alors vous savez, il y a les repères de Serge Tisseron, pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu portable avant 6, pas d'internet avant 9. Bon. Après, je me méfie un petit peu, moi, de ces règles fondées sur un âge, parce que vous le savez tous, vous les parents, que des fois, entre 2 adolescents de même âge, qui ont 11 ans, il y en a un qui a une maturité bien plus importante que l'autre, un qui va être bien plus influençable par les copains que l'autre. Donc, alors, méfions-nous de ces trucs où ça serait tel âge, tel âge, tel âge, tel âge. Bon, effectivement, il faut que ce soit progressif, il faut aussi que nous sachions tenir, bien sûr, bien de la maturité de l'enfant, de l'adolescent qu'on accompagne. Et puis, deuxième point, et ce sera ma conclusion, fidèle en Don Bosco en ce sens, qui est la nécessaire cohérence de l'adulte. Comme pour l'exemple de ce dîner, si effectivement j'interdis à mon enfant l'accès au portable, et puis 6 mois, effectivement, je me lève dès que le portable sonne. Vous savez, comme disait Don Bosco, on enseigne plus par l'exemple que par la parole. Moi, personnellement, chaque fois que je reçois un adolescent dans mon bureau, de manière ostensible, j'éteins mon portable. Et je lui demande d'en faire autant. Parce que des fois, je lui dis, écoute, des fois, moi, je prends rendez-vous avec toi, j'ai vu là, ton copain, il arrive, puis hop, ça sonne, alors t'es où, tu fais quoi? Je dis, ça peut peut-être attendre quand même. Moi, je t'ai coché sur mon agenda, je te consacre une demi-heure. Alors voilà, tu éteins ton portable, moi aussi. Alors, il peut y avoir des moments où l'adulte ne peut pas le faire. Je pense à un médecin qui est en astreinte. Je pense moi-même aussi, des fois, quand j'étais en astreinte avec une situation de camp qui pouvait dériver. Alors là, j'explique à l'adolescent en disant, écoute, excuse-moi, là, je suis obligé de laisser mon portable ouvert parce que là, il y a telle situation qui peut se poser. Et donc, responsabilité d'adulte, je ne pense pas que ce soit ton cas. Je pense que le monde va tourner, même si tu ne réponds pas au portable pendant une demi-heure. Mais en tout cas, combien c'est important de mettre des mots et d'être cohérent, de bien voir ces règles familiales que l'on partage, ces règles scolaires que l'on partage. Et je crois que l'enfant, l'adolescent, intégrera toutes ces règles qu'il voit partagées par ces adultes qui lui sont proches.
l'intégration se fera assez facilement. Hein, voilà. Donc, soyons effectivement cohérents. Et puis, ne négligeons pas, ce sera le mot de la fin, notre responsabilité éducative. Vous savez, suite à l'affaire d'Alisha, j'entendais une maman dire, oui, mais vous savez, depuis qu'il a son smartphone, enfin, l'ordinateur, je suis débordé, Mais je dis, mais attends, mais qui est-ce qui doit donner des règles d'utilisation? C'est vous. Il ne va pas découvrir ça tout seul. Vous ne pouvez pas demander à votre adolescent de 12 ans d'être capable de maîtriser l'utilisation chronologique de son écran. Et de se dire que c'est vraiment au moment, c'est sûr, c'est important, c'est les premiers moments. Je pense que tout jeune collégien aujourd'hui, très souvent, va solliciter ses parents pour avoir un portable. C'est le moment, au début, de dire aux parents, attends, qu'on soit bien clair. Donc là, on donne un portable, mais voilà les règles d'utilisation. De telle heure à telle heure, là, on ne prend pas. Tu sais que tu n'as pas le droit de diffuser des images familiales. Ça appartient à la famille. Après, tu discutes avec tes copains. Et je veux dire que c'est au moment du début que souvent les règles vont... Si on rate, enfin on dit des fois, si on rate effectivement l'éducation du début, si c'est quand même à 17 ans que vous dites « Oh là là !» finalement il passe beaucoup de temps dans sa chambre avec son portable. Si vous n'avez rien dit jusqu'alors, je crois que ça sera énormément difficile de pouvoir influer sur le cours des choses. C'est-à-dire que cette éducation, elle va se faire par étapes, au fur et à mesure, effectivement, que le jeune utilise et dispose du portable. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir respecté le cadre horaire. Alors, un petit temps d'échange. Merci Père pour votre intervention. J'ai l'occasion de vous lire, maintenant je vous vois, c'est bien aussi. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le silence, le droit au silence, le droit à choisir de s'isoler, de se regrouper. Ça s'initie très jeune, je trouve. Alors, soit parce que l'enfant le souhaite, même un tout petit, même le mettre dans son parc tout petit, ben voilà, tu vas rester un peu tranquille, un peu tout seul, à jouer tout seul, enfin à t'occuper. Moi j'ai une fille qui a toujours peur de s'ennuyer. On est à peine à table, on va s'ennuyer. Ben non, puisqu'on va manger, on va pas s'ennuyer, on va s'occuper les mains, on va s'occuper la bouche, etc. Donc c'est bien l'ennui aussi parce que ça occupe un autre type d'espace, n'avoir rien, puis finalement on est obligé d'inventer. Voilà, mais ce droit au silence, aussi, qui lie aussi au droit à la déconnexion, qui est valable pour les adultes, parce que si on est en télétravail, ou voilà, il faut s'organiser différemment. Voilà. Merci. Non, je suis pleinement d'accord avec vous, on n'a pas pu aborder tous les sujets, mais cette éducation à l'intériorité, voilà, qu'est-ce qui va permettre cette éducation à l'intériorité? C'est bien ces temps de silence, et puis que l'enfant fasse l'expérience de l'ennui, enfin voilà, donc, parce que s'ennuyer, ça va mobiliser son imaginaire. Parce que le cerveau, il se déconnecte jamais complètement. Donc c'est comment, effectivement, dans ce temps de silence, je vais pouvoir rêver, pouvoir relire. Je crois qu'il y a deux moments qui sont aussi importants l'un que l'autre. C'est la capacité de l'enfant de relire un peu, ce qui a pu se passer dans sa vie, pourquoi j'étais heureux, pourquoi j'étais malheureux, et puis la capacité de rêver. Don Bosco a fondé toute sa vie sur ce rêve qu'il avait effectué à 9 ans. Donc là, pleinement d'accord avec vous, que dans l'éducation de l'enfant, de l'adolescent, de pouvoir aménager ces temps où il se retrouve seul, et puis avec aussi ces petites clés, profites-en pour relire, profites-en pour rêver, et tu t'ennuieras pas. Et puis pour nous, chrétiens aussi, le temps de la prière, enfin je veux dire, de dire, voilà, de se retrouver. Et j'aime souvent dire, contrairement à ce qu'on croit,
il ne s'agit pas que tu apprennes à prier Dieu, il s'agit que tu apprennes à écouter Dieu te prier. C'est ça la prière. C'est écouter Dieu prier l'homme, en disant j'ai besoin de toi, pour faire ci, pour faire ça. C'est pas d'abord, on est toujours un peu centré sur... Et ça, il n'y a que le silence, voilà, qui va pouvoir permettre de se mettre dans cet état d'écoute. Merci beaucoup. Hein. Et c'est vrai que les images perturbent le silence, on va dire. Hein. L'attention est continuellement stimulée. Et on le voit même, cette évolution sur nos chaînes d'infos, où il y a 3 images en même temps. Enfin, une ne suffit plus pour attirer l'attention, donc il faut mettre 3 images entre le journaliste, la table ronde, les faits, et puis vous, enfin, c'est ahurissant, faut dire, hein, le fait de dire, si on veut mobiliser l'attention, il faut multiplier toutes les images, quoi. Est-ce qu'en tant qu'éducateur, vous avez des retours de jeunes qui critiquent l'intervention des parents, qui leur donnent des conseils et des limites par rapport à justement l'utilisation de ces écrans? Bien sûr, bien sûr. Comment dire la difficulté, effectivement, c'est que les jeunes sont dans ce que j'appelle entre pairs, hein, cet entre adolescents, où ils communiquent entre eux. Et on sent bien qu'aujourd'hui, dans notre société, il n'y a pas une grande cohérence de tous les parents par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, par rapport aux repères à transmettre en termes d'utilisation des écrans. Donc, naturellement, lorsqu'une consigne parentale vient à ses yeux, eh bien, frustrer ce que pourrait être son désir plus grand d'écran, alors que son copain, lui, est en capacité de pouvoir bien dépasser cette frustration, c'est sûr que ça peut créer du dialogue. Bon. Et ayons pas peur de ce dialogue, ce qui me paraît important. Les parents, c'est bien d'argumenter, capable d'argumenter ses positions. Sachez que des fois, même, l'ado peut avoir tendance à contester ses parents, parce qu'il est en recherche, lui, de pouvoir argumenter cette position. Je me souviens comme ça d'un père de famille qui me disait qu'il supportait plus maintenant son ado, qui de toute façon était en désaccord, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, était en désaccord avec lui, cet esprit de contradiction. Et puis moi, je lui rapportais des images de son ado au lycée, parce que je le connaissais bien, en disant, vous savez, ce qui est étonnant au lycée, c'est qu'en fait, il défend vos arguments. C'est votre position. Et en fait, il venait chercher chez son père des arguments, hein, en contestant, hein, pour être en capacité de mieux se positionner au lycée. Vous voyez, alors ça, c'est un peu des fois la problématique des ados. C'est pas parce que ils sont forcément comme ça et disent qu'ils sont en désaccord que c'est fondamentalement un désaccord. Des fois, c'est vraiment une recherche. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de discuter avec certains parents, des fois de tenir bon, hein, par rapport à la situation des écrans, par rapport à tant d'autres parents qui ont un peu parfois baissé les bras, parce que c'est parfois plus facile de baisser les bras. Je veux dire, c'est vrai que moi j'étais assez admiratif là, de faire un long voyage avec un ami et ses jeunes enfants. Je me demandais comment il allait faire, parce que bien sûr il y avait les écrans qui étaient derrière tout l'espace, qui était derrière tous les sièges. Donc j'étais un peu curieux de voir comment il allait faire. Et puis il responsabilisait ces gamins qui étaient tout jeunes. Hein, ils avaient entre 8 et 12 ans. Hein, en disant, ok, sur le trajet, vous avez droit à 1h30. Hein, mais c'est vous qui gérez. Hein. Vous savez que c'est 1h30. Peut-être il y a un moment où ça vous paraît trop long, etc. Et je trouvais intéressant, enfin, je dis, hein, c'était pas l'interdiction totale, c'était pas le fait de dire, ben voilà, on va être 10 heures ensemble dans la voiture, pendant 1h30, vous regarderez un dessin animé, c'est des dessins animés qui le passaient. Mais c'est sûr que le gamin va toujours demander plus, hein, une fois, bon, et qui sera en désaccord avec ses parents qui vont dire non. Hein, mais combien il est important pour lui, hein, d'avoir des adultes qui savent se positionner. Hein, mais voilà, non, je suis pas étonné d'adolescents qui remettent en cause la position des parents. Hein, mais ayons bien conscience quand même que c'est bien aux parents, hein, de tenir bon par rapport à ces adolescents qui très souvent voudraient tout de suite. Enfin, je veux dire, et puis, j'ai envie de dire, l'éducation à la frustration, ça,
ça fait partie aussi du processus éducatif. Vous savez, je suis beaucoup intervenu là sur ces questions de violence, parce qu'on est quand même tous un peu sidérés. Hein. J'aime dire, la violence, c'est la manière naturelle de régler un conflit. A en conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. Les djihadistes en conflit avec les journalistes de Charlie Hebdo, vous dézinguez les journalistes, voilà, le conflit est réglé. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. C'est-à-dire que la capacité de résoudre un conflit sans recourir à la violence, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Et combien moi je vois de faits de violence dans les lieux que je fréquente qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité de l'ado à gérer la frustration posée par le non ou la limite de l'adulte. Mais gérer sa frustration, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend. Dès le plus jeune âge d'ailleurs. Le bébé qui voudrait que le biberon soit à telle heure. Je vois des faits de violence qui s'interprètent comme l'incapacité pour l'ado de maîtriser ses pulsions agressives. Mais maîtriser ses pulsions agressives, là encore, c'est pas inné, ça s'apprend. Avec le cadre, avec l'apprentissage de la maîtrise de soi. Voilà. Donc voilà, nous, adultes, nous sommes vraiment dans cette mission éducative qui permettra effectivement de faire reculer cette violence. Et donc, voilà, il est important que les adultes sachent se positionner dans un savoir dire oui, parce que l'enfant à qui on dit jamais oui prendra jamais conscience de son existence de sujet, puis savoir dire non, parce que l'enfant à qui on dit jamais non risque de rester dans une espèce de volonté de toute puissance enfantine, où tout se passe, ou doit se passer comme lui le désire le souhaite. Et il y a tout cet équilibre. C'est pour ça que c'est l'image avec laquelle on représente Don Bosco, c'est toujours tous les BD, les vitraux, c'est un adolescent sur son fil. Bon. Alors, ça évoque une image historique où, lorsqu'il était ado, il attirait les jeunes du village et puis il faisait ses mises en scène théâtrales. Mais ça évoque aussi ce qu'est le rôle de l'éducateur pour Jean Bosco, où il compare souvent l'éducateur au funambule, qui est toujours sur le savoir dire oui, savoir dire non. Savoir être proche, mais savoir aussi de temps en temps se distancier. Et l'art, puisque Jean Bosco parle d'éducation comme d'un art et pas comme d'une science, il nous dit que l'art de l'éducateur, c'est toujours un petit peu l'art du funambule, où il faut toujours tenir ensemble des choses qui pourraient paraître contradictoires. C'est pas d'interdire complètement les écrans, c'est pas les autoriser complètement. Là, c'est une position plus difficile, qui dit quand est-ce que j'autorise, quand est-ce que j'interdis, quand est-ce que je te laisse accès et quand est-ce que tu n'y as pas. Bonjour, je m'interroge sur justement cette acquisition de la maîtrise de soi. On entend parler beaucoup de jeunes adultes, en tout cas autour de nous, de jeunes étudiants qui sombrent dans l'addiction, ou en tout cas qui vont pouvoir y passer des jours et des nuits, parfois au péril de leurs études. Et je me dis, est-ce que d'avoir posé des règles à la maison pendant les années collège et lycée, où ils vont être effectivement contraints par ces règles, va suffire pour qu'ils les intègrent et qu'ils continuent à les appliquer librement une fois qu'ils seront partis de la maison, en semaine, étudiant quelque part, et on ne pourra plus les poser? Ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose pour l'apprentissage de cette maîtrise de soi? Alors, je répondrai sur deux niveaux. Par rapport à ces écrans, je pense qu'effectivement, l'important, c'est d'éduquer l'enfant pour qu'il intègre. Qu'il intègre c'est vrai. Vous savez, Jean Bosco, permettez-moi de me référer encore à lui, dit finalement il y a deux manières d'éduquer un enfant. Il dit deux manières. La méthode répressive, la méthode préventive. Il dit la première manière, c'est faire en sorte que l'enfant ne prenne la bonne décision par peur de ce qui lui tomberait sur la tête s'il commettait un écart. Et puis la deuxième manière, c'est aider l'enfant à prendre la bonne décision parce qu'il a découvert qu'il allait de son intérêt. Je prends un exemple basique. Je prends un gamin de 2-3 ans qui découvre un peu la salle, il voit une prise de courant, il y a 2 trous, il a 2 doigts, il se dit tiens, si je mettais mes 2 doigts dans les 2 trous, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Et on va se dire, il y a 2 manières d'éduquer. La première manière d'éduquer qui est de dire mon petit bonhomme, si je te vois mettre les 2 doigts dans les 2 trous, tu vas voir la raclée que tu vas prendre. Donc là, c'est faire en sorte que l'enfant prenne la bonne décision par peur de ce qui lui tomberait sur la tête s'il commettait le mauvais choix. Et puis il y a une deuxième manière,
C'est-à-dire, tu te souviens quand tu as approché la main de la plaque chauffante de la cuisinière, tu as vu comment ça a commencé à te brûler. Tu vois que la cuisinière, c'est là qu'elle prend sa source d'énergie. Je branche la prise, la cuisinière marche, je débranche la prise, la cuisinière ne marche plus. Alors tu imagines la douleur qui va être tienne si tu vas pas seulement approcher la plaque chauffante, mais aller mettre tes doigts dans la source d'énergie. Ça, nous dit-il, c'est faire en sorte que l'enfant prenne la bonne décision parce qu'il a découvert qu'il allait de son intérêt. Bon. Alors, bien sûr, hein, soyons réalistes, il vaut quand même mieux dissuader à un moment si vraiment on est incapable de persuader. Mais Jean Bosco dit, cette seconde méthode est bien meilleure en termes d'intégration des règles. Parce que si vous avez éduqué votre gamin simplement à coup de « si tu fais ça, tu vas voir la raclée que tu vas prendre », la raclée ou la sanction ou n'importe quoi, enfin, je dirais, le jour où il se trouve tout seul, il va se dire « il n'y a pas d'adulte, donc personne ne pourra me voir, donc personne ne pourra me punir, donc rien ne m'empêche de mener l'expérience ». Alors, nous dit Don Bosco qu'avec la deuxième méthode, s'il n'y a pas d'adulte, le gamin va se dire « j'aurais autant mal que l'adulte soit là ou qu'il ne soit pas là ». Le problème, c'est pas que l'adulte soit là ou soit pas là. Le problème, c'est que si je mets les doigts, je vais avoir mal. Donc, voilà, cette idée de ces règles qui va s'agir toujours d'argumenter pour que l'enfant en saisisse le bien fondé. Et c'est là, vous disiez tout à l'heure, j'ai bien apprécié votre intervention, madame, si effectivement on veut qu'il soit autour de la table pour le repas et pas enfermé dans sa chambre face à l'ordinateur, encore faut-il veiller à ce que l'ambiance du repas soit agréable et qu'on puisse à la fin dire quand même, c'était quand même bien agréable ce moment qu'on a partagé avec toi. C'est pas simplement tu dois pas, tu dois. C'est dire, bon, c'est bien parce qu'on a envie de partager ces moments. Hein, parce que des fois, je vois des parents, enfin, je réfléchis avec beaucoup de parents. Hein, alors, pour eux, c'est la faute à l'ordinateur. Le gamin devient addict et c'est la faute à l'ordinateur. Et vous voyez, il prend même plus les repas avec nous. Il est enfermé dans sa chambre. La question moi, que je pose souvent, mais c'était quoi la qualité de repas que vous preniez ensemble? Parce que voilà, l'ordinateur, après, c'est un prétexte, enfin, dire. Ah, mais la vraie raison, c'était qu'effectivement, votre gamin, ça lui disait plus grand-chose. Ah, bon. Alors, comment on retravaille en famille? Mais si vous dites c'est la faute à l'ordinateur, c'est pas ça qui va aider à changer les choses. Ce qui va aider à changer les choses, c'est lui dire, écoute, voilà, tu reviens, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Enfin, de réimpliquer l'enfant dans l'organisation du repas. Donc, je dirais, alors après, on est obligé de faire confiance. Alors, je dirais quand même que la situation de pandémie actuelle facilite pas les choses. Enfin, il y a quand même des choses là, qui se développent, qui, j'espère, sont liées à ce climat de crise sanitaire. Alors, la deuxième chose, c'est apprendre effectivement la maîtrise de soi. Et là, je l'évoquais lors de mon homélie ce matin, hein, je dis, et pour moi, c'est combien ce principe de précaution qui régit aujourd'hui notre société, en particulier sur le plan sanitaire, mais qui a tendance à vouloir régir la société sur tous ces champs, a des conséquences dramatiques sur le plan éducatif. C'est-à-dire qu'on voudrait éduquer à risque zéro. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je partais à la campagne avec mon frère qui avait 3 ans de plus que moi, on partait en vélo tous les deux. Oh, il courait un certain nombre de risques. Hein. Le jour où on a voulu traverser une rivière, sans trop se rendre compte de la force du courant, je ne vous dis pas dans quel état, on s'est retrouvés avec nos vélos. Aujourd'hui, je vois les gamins qui font du vélo, c'est papa devant, maman derrière, grand frère à droite, grande sœur à gauche, et puis on pédale au milieu. Ah, sûr, risque zéro. Zéro. Bon. Pas sûr que les bénéfices ensuite, en termes d'apprentissage de la maîtrise, sont aussi importants. Moi, je fais beaucoup de bateaux. Bon, je suis marin, et on est une association chaque été. Bien sûr, quand on est avec un équipage de jeunes de 12-15 ans confrontés à la tempête, on court quand même un certain risque. Et j'ai des fois des lettres de félicitations de magistrats pour l'évolution de tel jeune. Mais je sais aussi, alors ça je le sais, que si par malheur un jour, je revenais au port avec un gamin en moins, je sais que ma tête ferait la une des journaux et je me retrouverais en prison. Je sais, bien sûr. Alors je comprends qu'il y ait des collègues éducateurs qui ne veuillent absolument pas courir ce risque. Alors eux, ils font l'apprentissage de la voile. Alors on met le gamin dans une petite caisse qu'on appelle optimiste, sur un lac sans rides. Dès que ça penche un petit peu, il y a 3 canoës à moteur qui se précipitent. Bon, c'est sûr que le gamin apprend la voile à risque zéro. Ces petites caisses, c'est tout, il peut rien arriver. Bon. Je pense pas que les bénéfices éducatifs soient les mêmes. Et je dis, j'arrive pas à comprendre cette société qui aujourd'hui empêche tous nos ados
de pratiquer des activités, même un petit peu à risque, sans un encadrement professionnel chevronné, et qui, de l'autre côté, les laissent complètement des journées entières devant leurs écrans. Hein, et puis après de s'apercevoir qu'en cas de conflit, hein, ils sont dans l'incapacité de développer une maîtrise de soi. Puis se voir dans ces conflits de bande, ou bien dans ce conflit avec Alisha, hein, on voit des ados qui n'ont absolument aucune maîtrise de soi. Ils partent en colère et tout ça, ils commencent à cogner, il n'y a plus rien. Donc on dit, ce qui manque, c'est vraiment l'apprentissage de la maîtrise de soi. Mais je veux dire que l'apprentissage de la maîtrise de soi, elle se fait lorsque le gamin commence à découvrir qu'on ne peut pas escalader n'importe quel rocher, n'importe comment, on est peut-être obligé d'écouter un peu les conseils, etc., qu'on ne peut pas partir en bateau n'importe comment. C'est comme ça, en découvrant que si... Et puis il s'ajuste, il apprend, et puis il découvre la maîtrise de soi. Mais là, je crois que vous avez raison d'insister sur un grand déficit aujourd'hui de l'éducation de nos ados, hein, qui est autour du déficit d'apprentissage de la maîtrise de soi. Parce que je crois, pour moi, que l'apprentissage de la maîtrise de soi, il suppose quand même qu'on accepte la confrontation au risque. Alors bien sûr, il faut mesurer le risque. Il faut l'évaluer, moi. La tempête, les gamins sont attachés, ils sont harnachés, etc. C'est pas n'importe quoi, tu fais n'importe quoi sur le bateau, etc. Il faut mesurer, c'est notre responsabilité. On n'a pas, hein. Mais ça me fait penser à une intervention que j'avais fait en l'an 2000. En 2000, à l'Assemblée nationale. Et je leur parlais du scout de l'année 2020. On y est. Mais on y est presque. Et je disais, vous savez, le scout de l'année 2020, lorsque le petit louveteau ira explorer la forêt, on commencera par mettre une rallonge de fil électrique dans son sac à dos. D'accord ? Puis, hop, entre la prise. Et puis le gamin ira explorer la forêt tant que le fil se déroule. Et puis une fois que le fil sera déroulé, eh bien il plantera la tente, parce qu'il est essentiel, au nom du principe de précaution, que le beurre du petit déjeuner ait séjourné dans un frigo la nuit qui précède sa consommation. Si vous n'imaginez pas le risque qu'on prend, si le beurre du petit déjeuner n'est pas dans un frigo la nuit qui précède la consommation, c'est... Mais je veux dire, on y est presque parfois. Bon, c'est un peu caricatural, quoi. Hein. Mais de se dire, alors, je vois des camps, enfin, mais c'est vu, parce que j'étais aumônier scout pendant donc années, hein, où donc la première préoccupation du chef qui fait son repérage con louveteau, c'est où est le frigo. C'est la première des préoccupations. Après, il va falloir camper à 50 mètres du frigo. Mais je veux dire, on arrive où? Enfin, voilà, on arrive où, quoi. Donc bien sûr, il faut être précautionneux, hein, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de laisser faire tout et n'importe quoi, bien sûr. Et nos ados ont besoin de notre présence d'adulte au moment de cette prise de risque qui va permettre de canaliser. Mais il ne faut pas que notre présence d'adulte soit signe d'empêcher tout risque. Enfin, des fois, je vois des réflexes. Enfin, moi, j'emmène des gamins, même les animateurs, gamins à un centre de vacances, et on arrive dans une forêt, ils grimpent aux arbres. Ben, forcément, c'est tout gamin. Ah non, animateur, surtout pas, surtout. Et, attends, gamin, il voit un arbre, c'est la première fois qu'il voit un arbre, qu'est-ce qu'il a envie de grimper dessus? Enfin, alors après, soyons vigilants. On va dire, attends, là, ça commence, les branches, tu vois, tu commences à réfléchir à ton poids, à la branche. Bon, et l'animateur va guider. Mais combien je vois? Ah non, un mur, il veut escalader le mur. Ça, je crois que ça doit nous faire réfléchir, parce que ça devient une catastrophe. Des ados qui ont été confrontés à aucune prise de risque, et après ils prennent des risques extrêmes dans consommation de produits addictifs, dans la... Enfin, ouais. Merci de votre... Moi, je voudrais intervenir en tant que grand-parent, en tant que grand-mère. Je me pose la question sur ce qu'on est en train de demander à cette nouvelle génération, à ces enfants, petits-enfants, qui, en plus du problème des écrans, sont issus de parents qui se séparent. Et hélas, en tant que grands-parents, on voit les difficultés s'accroître. Alors, parce que, entre autres, peut-être les parents se sont séparés parce qu'ils n'ont pas sur la même longueur d'onde au niveau éducatif. Et que notamment par rapport aux écrans, moi je vois très bien, on a un cas dans la famille où on voit une énorme différence avec une gamine de 4 ans. Qu'est-ce qu'on demande alors? Est-ce que ces gamins ils vont
comment dire, spontanément devoir s'adapter à cette différence éducative, ou est-ce qu'ils vont devoir être plus intelligents que nous on l'était quand on restait avec papa et maman toute notre jeunesse et notre... Voilà. J'ai l'impression, enfin, j'ai peur pour ce qu'on est en train de demander à cette génération qui est mise en difficulté. En plus, alors, à plus forte raison, si chacun des parents refait sa vie, entre guillemets, avec un autre conjoint qui donc multiplie encore plus les méthodes, les différences éducatives. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez l'avenir de cette génération. Et ayons bien conscience que le divorce est toujours un drame pour l'enfant, hein, et que notre société se préoccupe beaucoup plus dans cette banalisation du divorce, du bien-être des adultes, que du prendre soin des enfants. Alors, après voilà, bon, ça revient beaucoup. Je vois dans les foyers où je suis, la quasi-totalité des enfants que j'accueille sont issus de parents divorcés. Combien j'ai envie de dire que le pire pour l'enfant, c'est d'être placé par les adultes dans ce que j'appelle l'injonction paradoxale. C'est-à-dire que d'être obligé de faire quelque chose que l'autre n'aime pas pour plaire à l'un, ou faire quelque chose que l'autre aime pour ne pas plaire à l'autre. Enfin, ça, c'est le pire. Le gamin obligé de dire du mal de son père pour être accepté par sa mère, ou du mal de sa mère pour être accepté par son père, alors que le gamin, lui, il aurait rêvé que son père et sa mère continuent de vivre ensemble. Ça aurait été son rêve le plus fou. Et voici. Alors, là, combien, dans tout l'accompagnement que je fais des parents, j'ai dit, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Il a le droit d'aimer son père et sa mère. Que vous entendiez plus, que vous soyez plus d'accord, c'est votre problème d'ordre conjugal. Mais sachez que lui, vous n'avez pas à le planter comme un objet du conflit. Alors ça nécessite effectivement de réfléchir avec les parents. Alors après que ça se passe différemment chez l'un, différemment chez l'autre, l'important c'est cette cohérence. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas un jugement de valeur. L'enfant peut comprendre que ça se passe différemment chez papa que lorsqu'il est chez maman. Et puis il faudra, vos grands-parents, l'aider à dire, ben voilà. Bon. Le pire, c'est quand il y a du dénigrement. C'est-à-dire ça se passe comme ça chez moi, et ça ne devrait pas se passer comme ça chez ta mère. Vous voyez, c'est complètement différent, là. On met l'enfant dans une situation de contradiction. Mettre l'enfant, parce qu'il va falloir quand même qu'il accueille cette situation de divorce, en disant, ça, c'est normal que ça se passe différemment, ton papa, il t'aime comme un papa, ta maman, elle t'aime comme une maman. Et combien, alors, je peux comprendre que ça peut être des souffrances pour la maman. Moi, je me souviens de cette discussion avec cette maman qui ne supportait pas. Donc, son mari avait la garde simplement une fois tous les 15 jours. Et elle se le coltinait, mais elle l'appréciait, enfin, je dirais. Hein. Et puis, elle avait des petits moyens. Son mari avait des moyens plus importants. Et c'est sûr, quand l'enfant, l'ado, revenait de chez son père, les bras inondés de cadeaux, en ayant raconté qu'il avait été à Disneyland et puis qu'ils avaient dormi à l'hôtel, etc. Et la pauvre maman, qui menait les debout pour devoir assurer la nourriture tous les jours, etc. Je comprends son mouvement d'énervement. Bon. Mais je disais à cette maman, mais non, ça c'est... Allez vous calmer dans votre chambre, je comprends que c'est... Mais réjouissez-vous avec votre enfant qu'il ait passé un bon temps avec son père. Il comprendra plus tard, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous verrez, dans 3-4 ans, il verra bien de tout ce que vous avez fait pour lui, et puis ce que son père a fait pour lui. Mais dans l'instant, voilà, il s'agit que... Et j'aime dire, hein, je me rappelais, vous savez que la relation donc, avec l'enfant est la seule relation qui a une dimension d'éternité. On peut imaginer, c'est pas la manière dont l'Église envisage, on peut imaginer une relation conjugale à durée déterminée. On peut s'imaginer, puis certains le font. Mais la relation à l'enfant, elle est à durée indéterminée. Vous serez père durant toute sa vie, et même après votre mort. On je vois effectivement des enfants où le père qui a péri dans un accident, etc., continue d'être présent. Alors ça, il y a des fois des adultes qui n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire que quand on donne la vie, après, c'est une relation pour la vie. Pour la vie. On peut parler de son ex-femme, on peut pas parler de ses ex-enfants. On peut pas. C'est ses enfants.
Alors vous grands-parents, le rôle qui est vôtre, c'est bien sûr de ne pas rentrer dans ce... D'une part, vous avez le droit de dire, mais chez les grands-parents, ça se passe comme ça. Parce que c'est bon. Et ça, je crois que c'est important. Et de dire, voilà, ça se passe comme ça. Parce que chez nous, c'est pas... Ah oui, mais chez maman... Attends, ça c'est chez ta maman. Ah oui, chez papa, ça c'est chez papa. Ça c'est chez nous. Non. Et chez nous, voilà, les règles qu'on s'est choisies. Et si on les a choisies, parce que tu vois, ton grand-père et moi, ça nous a rendus heureux. Et puis on est toujours là. Bon. Mais je crois qu'une chose... Et de poser en disant ça se passe comme ça chez nous et puis d'y tenir. Vous avez raison de tenir à ça. Hein. C'est pas parce que le gamin a le droit de voir son écran quand il est chez son père qu'il a le droit de le voir chez vous. C'est pas. Mais sans jugement. Je crois qu'une chose est de dire simplement je pose les choses. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Hein. Et puis un truc aussi. Enfin moi je vois au niveau de ma chère maman. Ce qui a été un moment extraordinaire, c'est quand elle a demandé à sa petite fille de lui apprendre à envoyer un message. Et ça a été extraordinaire aussi. Cette grand-mère, elle n'a rien perdu de son autorité, au contraire. Hein. Et on m'a dit, moi, ça me ferait plaisir de recevoir des photos quand vous partez, parce que vous nous dites que vous voyagez, mais moi, je ne sais pas. Et c'est ma petite nièce, la Clotilde, qui a passé des heures, parce qu'elle était vraiment pas douée, ma chère maman. Elle était vraiment pas douée. Pour expliquer, pour mettre des scénarios, des espèces d'algorithmes, t'appuies là-dessus. Donc elle faisait un petit schéma à côté, t'appuies sur ça, et puis ça va. Bon, mais je veux dire, là aussi, je veux dire, par rapport à ces écrans, plutôt que d'être dans, bien sûr, c'est pas votre... De dire, je trouve que ça peut être aussi assez extraordinaire. C'est si enfant de dire, on apprend beaucoup, et puis on peut aussi apprendre, voilà, sur l'utilisation de... Alors que je vois des fois les adultes, non, ils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre de leurs enfants. Non, non, on a aussi beaucoup à apprendre de nos enfants. Hein, moi, ça s'était passé quand j'avais atterri au cabinet, la première fois au cabinet d'un ministre, une mission que j'avais eue. Alors j'avais reçu à l'époque le BlackBerry dernière génération. On me dit, voilà, alors, il y a les alertes, alors là, c'est le truc direct, la ligne avec le ministre, là, c'est les conseillers, là, c'est les alertes, là, c'est le machin, là, c'est le truc, tu peux communiquer, tu peux envoyer tes messages. J'ai retrouvé sortir du gars qui m'avait dit tout ce que je pouvais faire. La seule chose qui me manquait, c'était le mode d'emploi. Parce que moi, je suis comme ça, quand je reçois l'outil, je vous disais, j'étais formé comme ça. Puis alors, je me dis quand même, si le polytechnicien, j'ai frappé en disant, t'aurais pas le mode d'emploi, eh ben, j'ai appelé mon petit neveu à la rescousse. Petit neveu de 17 ans. J'ai dit, Grégoire, il faut que tu viennes sauver le soldat Petit Clair dans son ministère. Et lui, sans aucun mode d'emploi, m'a montré toutes les fonctions du truc. Ils expérimentent, ils trucs, ils disent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc voilà, dans ce contexte de mutation, où effectivement les enfants grandissent, et il y a aussi... ces occasions qui peuvent être merveilleuses. Enfin, je vois pour ma chère maman, c'est une occasion merveilleuse que sa petite fille prenne du temps avec elle pour lui expliquer. Hein, et elle qui était très très critique avant, disant il n'y a pas besoin de dire ah ben oui, finalement recevoir des photos pendant que tu es en vacances, ben, ça me fait plaisir. Voilà, on va peut-être pas trop tarder. Un grand merci, Père, pour tout ce que vous nous avez partagé. Merci à vous, puis merci aux jeunes. Hein. Ce que j'ai ressenti, c'est que vous ne nous avez pas donné que des recettes théoriques. C'est du vécu, voilà, on dit ça. Et ça, c'est vraiment précieux, voilà, de nous avoir partagé votre expérience. Merci. Et puis, donc on se retrouve pour la dernière conférence dimanche prochain. Là, on va changer de terrain. Ce sera l'écologie humaine à l'intérieur des familles. Vous savez que depuis le confinement, malheureusement pas, mais disons que le confinement n'a rien arrangé, il y a une recrudescence des violences intraconjugales et intrafamiliales. Donc nous aurons une médiatrice familiale qui viendra nous parler, qui est d'ailleurs de la paroisse de Tersac, Martine Yound, et puis Roselyne Courreau, qui est l'auteur d'un best-seller, on pourrait presque dire, Survivante, voilà, qui nous partagera aussi son propre témoignage. Donc nous aurons une professionnelle et puis un témoignage
pour évoquer ces questions délicates, compliquées, des tensions dans le couple et dans la famille. Voilà. Donc, bon retour à Paris. Et bien de la chance d'être à Albi. Et merci encore d'avoir bravé les interdits pour venir jusqu'à nous. Voilà, bonne fin de journée à chacun.